commençons donc par un atelier consacré à la recherche et au développement. C'est une spécialité, nous l'avons vu hier, de ce métier, ou du moins une activité ancienne, la recherche et le développement. Il s'agit d'études de la matière, il s'agit de modélisation mathématique, de mise au point de procédés nouveaux ou de constitution de corpus réglementaires et normatifs. Tout cela est le fait d'une profession à la fois structurée et soucieuse d'avancer en tout temps. Nous allons assister à la présentation de quelques-unes des recherches évoquées, parmi bien d'autres. Elles illustrent à la fois l'exigence des professionnels et la diversité de leurs centres d'intérêt. On commence tout de suite, sachant que nous avons 6 présentations et que je remercie les responsables de ces présentations de respecter l'horaire qui leur a été fixé, c'est-à-dire 15 minutes. Donc, pour la première d'entre elles, j'appelle Emmanuel Lavallée et Abdelwadoud Meheni pour venir sur l'estrade. Cette première présentation s'intéresse aux ouvrages hydrauliques en terre. L'érosion des sols constitue une des principales causes de leur rupture et de leur ruine. L'étude qui nous est maintenant présentée montre l'intérêt de traiter ces ouvrages à l'image des ouvrages linéaires. Cette présentation est donc assurée par Emmanuel Lavallée, ingénieur géotechnicien ENSG, responsable du service géotechnique de DTP, et Abdelwadoud Meheni, ingénieur géotechnicien à la direction technique de DTP. Messieurs, merci. Bonjour à tous. Donc avec Wadoud, nous allons vous présenter une étude et une recherche sur la valorisation des traitements des sols dans les ouvrages hydrauliques. Alors la structure de la présentation, donc une introduction et contexte, nous parlerons des facteurs influençant la perméabilité des sols, ainsi que la présentation d'une démarche expérimentale en laboratoire, le cas d'un aliment traité. Et puis nous parlerons des effets des traitements sur les paramètres hydromécaniques, c'est-à-dire l'impact sur la perméabilité, l'impact sur la résistance mécanique et l'impact sur l'érosion interne. Nous présenterons aussi des ouvrages hydrauliques pilotes en limon traité, et puis une synthèse et conclusion. Alors, nous retenons du projet ERINO que l'érosion des sols constitue une des principales causes de rupture et de ruine des ouvrages hydrauliques en terre. Alors, nous savons aussi que l'érosion est liée à la résistance mécanique et à la perméabilité des sols, d'où est venue l'idée de la valorisation des traitements, puisqu'on sait que les traitements plus utilisés dans le domaine des travaux linéaires et en terrassement permettent d'améliorer les performances mécaniques. Alors, si on regarde un peu le paysage des ouvrages hydrauliques, on a d'un côté des ouvrages en enrochement, des ouvrages en terre, d'un autre côté des ouvrages plus rigides, en béton armé, en BCR, en grave-ciment, qui d'ailleurs sont issus un peu du domaine routier. Et puis, je dirais qu'entre les deux se pose naturellement le cas des sols traités. En effet, le traitement des sols est utilisé depuis bien longtemps dans les terrassements, dans les travaux linéaires, pour l'amélioration et la stabilisation des matériaux, et par l'utilisation de produits que sont la chaux, les liants hydrauliques, et puis des produits argileux, qui ont un potentiel de gonflement ou de correction granulométrique, et qu'on utilise plus pour la constitution de barrières étanches. Alors pour les ouvrages hydrauliques, tout de même, il s'est posé certaines questions. Donc une partie des questions, parce qu'en fait tout ça est issu d'une thèse. Et principalement, on s'est attaché au comportement hydrique, c'est-à-dire quelle est l'action du traitement sur la perméabilité, et quelle est l'action et le comportement à l'érosion, c'est-à-dire la résistance à l'érosion interne des sols traités. Alors pour ça, nous avons initié un projet de recherche, master et thèse CIFRE. Donc Wadoud a été doctorant et a mené cette recherche. Donc un partenariat DTP, ENSG, l'EMTA, Université de Lorraine, avec en direction de thèse Farima Masrouri et Olivier Cuisinier. Et donc je vais laisser la parole à Wadoud pour vous présenter une partie de ses résultats. Merci Manuel. Bonjour à tous. Donc le comportement et les caractéristiques hydromécaniques des sols dépendent de plusieurs facteurs. Manuel. Si on s'intéresse au cas particulier de la perméabilité, on remarque les modalités et les modes de mise en place des sols, c'est-à-dire la teneur en eau, la densité, la mouture et aussi les moyens et les modes de compactage, influencent la porosité, la distribution de la taille des pores et aussi la texture de sol, et par conséquent la perméabilité des sols.
Une synthèse des essais de perméabilité que nous avons réalisés est présentée sur cette figure. Tout d'abord avec l'évolution de la densité en fonction de différents modes de compactage et en fonction de différents neuronaux. Et puis, les perméabilités mesurées pour ces différentes densités. Donc, le résultat présenté ici confirme que le minimum de perméabilité est obtenu du côté humide de l'optimum, propre à chaque modalité de traitement. Dans le cadre de notre étude, on s'est intéressé à un sol de limon de la région de Saint-Quentin. C'est un sol fin un peu argileux du bassin parisien, classé comme A1 selon la classification GTR. On a regardé aussi différents traitements, tout d'abord des produits argileux qui sont la kaolinite et la bentonite calcique activée, et des lions, à savoir la chaux et le ciment. On a regardé aussi différents dosages et différents temps de cure. Et pour l'ensemble des modalités présentées ici, nous avons regardé 3 paramètres, à savoir la perméabilité, la résistance à la compression simple et aussi la résistance à l'érosion interne. Commençons tout d'abord par les résultats des essais de perméabilité. Donc, pour mesurer la perméabilité, nous avons utilisé des paramètres à parois flexibles présentés ici, et les éprouvettes ont été compactées du côté humide propre à chaque modalité de traitement. Dans ces modalités de compactage, le limon naturel présente une perméabilité de l'ordre de 6-10-9 mètres par seconde. On remarque que l'ajout de la kaolinite avec des dosages croissants induit une diminution de la perméabilité qui atteint un ordre de grandeur avec un dosage de 9% de kaolinite. L'ajout de la bentonite induit une réduction plus importante de la perméabilité qui atteint 2 ordres de grandeur à partir d'un dosage de 5% de bentonite. L'ajout de la chaux combiné à un compactage du côté humide de l'optimum permet de conserver le même niveau de perméabilité du sol, voire la diminuer dans le cas d'un dosage de 3% de chaux après 90 jours de cure. Enfin, le traitement ciment avec un dosage de 3% de ciment permet de diminuer légèrement la perméabilité, et avec un dosage de 6% de ciment, on assiste à une réduction qui atteint un ordre de grandeur de moins que le limon naturel. Donc, pour l'ensemble des modalités de traitement, on assiste à un maintien ou une amélioration du niveau de la perméabilité. Le second paramètre qu'on a étudié est la résistance à la compression simple. Donc, les éprouvettes ont été compactées aussi du côté humide propre à chaque modalité de traitement. On remarque que le traitement avec des produits argileux n'a pas modifié le niveau de la résistance à la compression simple. Le traitement à la chaux et au ciment est présenté ici en fonction de différents dosages et avec des temps de cure décroissants. On remarque donc que l'impact de ces traitements suit une évolution classique avec l'augmentation de la performance mécanique avec le temps de cure. Le gain de performance est plus important avec l'augmentation du dosage et il est plus marqué dans le cas du ciment que dans le cas de la chaux. Donc, on note globalement une augmentation de la résistance à la compression simple, même avec un compactage du côté humide de l'optimum. Le troisième paramètre qu'on a regardé est la résistance à l'érosion interne. Donc, la figure présentée ici montre la loi d'érosion empirique d'un sol. Donc, cette loi est définie par 2 paramètres pour un sol donné, à savoir la contrainte critique qui détermine le seuil de début de processus d'érosion d'un sol donné, et la pente de cette droite qui traduit la cinétique de départ de particules de sol une fois le processus d'érosion déclenché. Donc, pour déterminer ces 2 paramètres d'érosion pour un sol donné, il faut suivre l'évolution de l'érosion de sol lorsqu'on sollicite des contraintes et on applique des sollicitations de cisaillement hydraulique. Pour cela, nous avons mis en place un dispositif d'érosion spécifique qui permet notamment de déterminer ces 2 paramètres d'érosion pour un sol traité. Le dispositif est présenté ici avec notamment le système d'application de pression qui permet d'appliquer les pressions nécessaires pour tester les sols traités. Et aussi la cellule d'essai qui permet aussi de conserver les éprouvettes de sols traités sous haute contrainte de sollicitation de cisaillement hydraulique. La détermination de la loi d'érosion d'un sol passe par plusieurs processus. Tout d'abord, la confection des éprouvettes de sol selon les mêmes modalités de compactage pour un traitement donné. Le conduit initial d'érosion est réalisé par un forage. Et puis, pour une modalité donnée, on teste différentes éprouvettes selon les mêmes conditions de test et d'essai. À la fin, le conduit érodé est rempli avec de la paraffine liquide pour déterminer la forme finale du conduit érodé. Les résultats présentés ici concernent le limon avant traitement, avec tout d'abord 2 lois d'érosion présentées ici, sur des éprouvettes compactées dans les mêmes conditions, mais testées dans les mêmes conditions. Et le tableau ici résume l'ensemble des essais qu'on a réalisés selon les mêmes modalités de compactage. Donc on remarque que le limon avant traitement présente un coefficient d'érosion de l'ordre de 10-4 secondes par mètre et une contrainte critique variant entre 300 et 600 pascal.
avec une valeur moyenne de l'ordre de 430 pascal. Pour analyser ces résultats et par la suite dégager les effets de chaque produit de traitement, on peut se baser sur une méthode de classification qui se base sur la contrainte critique en abscisse et le coefficient d'érosion en ordonnée. Donc les valeurs en noir ici montrent le nuage de points représentatif pour limon avant traitement. On remarque que l'ajout de la kaolinite provoque un effet principalement avec un dosage de 9% de kaolinite et qui traduit une diminution du coefficient d'érosion. Un résultat similaire est obtenu avec le traitement à la bentonite, cette fois-ci même avec un dosage de 2% de bentonite. Le traitement à la chaux présenté ici avec un dosage de 1% de chaux et 3% de chaux induit principalement une augmentation importante de la contrainte critique sans modification particulière du coefficient d'érosion avec les temps de cure testés. Le traitement au ciment montré ici en vert induit une augmentation plus importante de la contrainte critique sans modification aussi du coefficient d'érosion. Et enfin, le traitement avec un dosage élevé de ciment de 6% de ciment provoque à la fois une diminution du coefficient d'érosion et une augmentation de la contrainte critique. Donc on constate qu'avec les différents traitements, on a une amélioration d'au moins un paramètre ou des deux paramètres à la fois. Au-delà de l'impact de chaque produit de traitement, nous avons aussi regardé les relations pouvant exister entre les différents paramètres. Tout d'abord, on remarque que l'augmentation de la résistance à la compression simple s'accompagne d'une augmentation de la contrainte critique. La relation entre ces deux paramètres peut être définie avec des intervalles croissants, ou pour chaque palier de résistance à la compression simple, on peut déterminer un palier de contrainte critique. De même, on remarque que les valeurs faibles de KER sont obtenues pour les valeurs faibles de perméabilité. Au-delà de cette étude au laboratoire, nous avons aussi réalisé des investigations in situ sur des ouvrages hydrauliques, à savoir des bassins de rétention réalisés en sol traité ou non traité. Donc la structure des différents bassins est présentée ici. Nous avons donc regardé du limon non traité, du limon traité au liant hydraulique et à la chaux, et aussi du limon traité à la kaolinite et à la bentonite, avec un dosage constant à chaque fois, avec un dosage de 3%. Quelques photos pour illustrer les différentes opérations. Tout d'abord, la purge des bassins. Le traitement qui a été réalisé dans une aire de traitement dédiée pour optimiser les performances de traitement. Le matériau a été acheminé par la suite sur les bassins et compacté avec un compacteur à pied d'hammer qui permet d'appliquer une action de pétrissage au sol, favorable pour l'action de perméabilité. Enfin, nous avons mesuré les paramètres de sol, à savoir la densité et la perméabilité du sol, pour chaque couche de matériaux compactés. Ces ouvrages ont été mis en service et nous avons procédé par la suite à une campagne d'investigation annuelle pour suivre l'évolution des paramètres. Les résultats sont d'ailleurs présentés ici, pour chaque structure, pour chaque bassin. Chaque structure réalisée avec différents types de traitements. Et on remarque que les perméabilités des matériaux, entre l'état initial et après 3 ans de mise en service, sont identiques. Donc les couches réalisées en limon traité conservent leur niveau de perméabilité avec le temps. Je laisse la parole à Emmanuel pour conclure. Alors, il s'agit d'une partie des résultats de la thèse. Donc on peut retenir donc, de cette partie en laboratoire et y compris in situ. Sur la perméabilité, donc les différents traitements, c'est-à-dire les produits argileux, la chaux, le ciment ou les liants hydrauliques, n'altèrent pas le niveau de la perméabilité initiale du limon naturel, voire la diminuent en fonction des dosages. En ce qui concerne la résistance à la compression simple, donc les produits argileux ne modifient pas la résistance à la compression. Quant à la chaux, au traitement à la chaux, au liant hydraulique, donc ils augmentent la résistance à la compression en fonction du dosage utilisé et des délais de cure. Donc ceux-ci sont des schémas que l'on connaît sur les traitements habituels en terrassement, en travaux linéaires. En ce qui concerne la résistance à l'érosion interne, les produits argileux ont une action de diminution du coefficient d'érosion, c'est-à-dire un effet favorable sur la cinétique de départ des particules. Dans ces cas-là, on parlera d'une érosion lente. La chaux, elle, a une action d'augmentation de la contrainte critique, c'est-à-dire un effet favorable sur le début de l'érosion. On parlera d'ouvrages plus résistants. Quant au liant et au ciment, à des dosages modérés, de l'ordre de 3%, ils ont une action d'augmentation de la contrainte critique. Et de plus, à des dosages un peu plus élevés, à 6%, une diminution du coefficient d'érosion.
On parlera dans ce cas d'ouvrages très résistants et de processus d'érosion ralentie. On n'a pas testé des dosages en chaux plus élevés, c'était plutôt de l'ordre de 3%, mais il est fort probable que l'on ait, y compris ce même couple de contraintes critiques augmentées et de diminution de KER pour des dosages en chaux plus élevés. Donc si on veut conclure, donc la technique du traitement des sols utilisée couramment dans le domaine des projets linéaires semble trouver toute sa place pour la réalisation d'ouvrages hydrauliques. Donc en effet, sur plusieurs aspects, donc la valorisation maximale des matériaux du site, c'est-à-dire diminution ou suppression des matériaux d'apport, la constitution de barrières peu perméables, c'est-à-dire le remplacement de dispositifs d'imperméabilisation, type géomembrane, ouvrage en béton, et puis l'amélioration de la résistance de l'ouvrage, c'est-à-dire le gain de sécurité à l'érosion interne, et puis l'optimisation de la stabilité globale de l'ouvrage. Merci pour votre attention. Merci, messieurs. On m'entend ? Oui, merci, messieurs. Merci aussi pour le respect de l'horaire. Donc, je vais demander à Yasmina Boussafir de venir vous remplacer. Nous restons dans le domaine de l'amélioration des techniques de traitement des sols. Yasmina Boussafir est ingénieure de recherche à l'IFSTAR dans le département géotechnique, environnement, risques naturels et sciences de la terre, laboratoire sol, roches et ouvrages. Elle nous présente les enseignements du projet Terre d'Ouest, qui est tout particulièrement dédié à la valorisation des matériaux extraits des déblais. Je rappelle qu'elle est pilote de ce projet qui a été évoqué hier par le président Lallemand. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter... Voilà. Je vais vous présenter quelques enseignements qui viennent à la suite d'un projet qui s'appelle le projet Terre d'Ouest, qui signifie terrassement durable, ouvrage en sol traité, qui est un projet de recherche qui a été mené avec la collaboration de 12 partenaires et qui a été soutenu par le programme de recherche Agence nationale pour la recherche. Donc c'est un projet de recherche qui s'est tenu de 2008 à 2012, donc il est aujourd'hui terminé, qui a donné lieu à beaucoup de résultats scientifiques qui ont été présentés lors d'un colloque que nous avons présenté en 2013. Et depuis la fin de ce projet, il nous paraissait très intéressant, il nous tenait très à cœur de présenter quelques enseignements, ou en tout cas les principales données qui pouvaient servir pour la profession d'une manière générale. Et nous avons donc tenu à écrire un document de synthèse qui vous est présenté ici, qui présente les principaux... Hop là, décidément. Qui présente les principaux enseignements du projet et qui, dans notre esprit, pouvait servir éventuellement à compléter le guide de traitement des sols qui était paru dans les années 2000. Donc quelques images pour montrer que par rapport au guide de traitement des sols qui a été écrit dans les années 2000. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Quelques images pour rappeler que le traitement des sols, c'est une technique qui est déjà très ancienne. Donc voilà ce que l'on faisait avant. C'est des photos qui viennent d'archives du Nord dans les années 1964, pour montrer que depuis ces années-là, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits à la fois sur le matériel et sur les techniques, et qu'aujourd'hui, nous avons encore quelques petites choses à faire et à écrire pour montrer que le domaine du traitement des sols peut s'améliorer. L'exposé de tout à l'heure viendra parfaitement compléter ce que je vais présenter ici. En 1964, l'intérêt du traitement des sols était essentiellement dans une optique d'amélioration. On cherchait à essentiellement, vous avez vu les photos, augmenter le réemploi des matériaux qui étaient humides par l'apport de liant ou de chaux, qui permettent d'avoir une action immédiate sur le matériau et d'autoriser la traficabilité et le réemploi de ces matériaux-là. Donc c'était une action qui était court terme, et tout ce qui a été écrit à la suite de ces recherches de terrain, de pratiques quotidiennes, a été concrétisé dans le guide de traitement des sols qui a été édité en 2000. Depuis cette époque-là, on s'est aperçu que le traitement des sols pouvait aussi avoir un autre effet, un effet de stabilisation. C'est-à-dire qu'au-delà de l'action court terme, on pouvait rechercher une action dans le long terme et profiter de l'action des liants ou de la chaux pour améliorer des matériaux qui étaient plutôt médiocres au départ, comme le montre la photo du dessus, pour obtenir une performance durable et qui permet de valoriser le matériau
de qualité médiocre dans un ouvrage à forte valeur ajoutée. Donc, dans les 2 exemples que j'ai cités, c'était par exemple surclasser une plateforme routière ou ferroviaire, ou alors raidir une plante de talus, où dans les 2 cas, on cherche une action mécanique durable. Donc, de la partie améliorer à stabiliser, il est évident qu'on ne peut pas obtenir le même résultat avec les mêmes techniques. Et donc, pour passer de l'un à l'autre, de l'amélioration court terme à la stabilisation long terme, eh bien, il faut un surcroît d'énergie, il faut une qualité de traitement qui s'améliore, et il faut évidemment réfléchir sur la façon dont on travaille et sur les dosages qu'il convient d'adopter. Donc, dans le guide de traitement des sols à l'époque, il y avait bien cette distinction sur 2 catégories qui étaient les remblais et les couches de forme. Donc il nous était apparu un peu trop succinct de se limiter à dire qu'il y avait des remblais et des couches de forme. Et il nous apparaissait important dans l'enseignement du projet Terre d'Ouest de rappeler qu'un terrassement, ce n'est pas qu'un ouvrage en terre tout bête, et qu'il y avait de nombreuses parties d'ouvrage que le terrassier devait construire. Et pour chacune de ces parties d'ouvrage, donc voici quelques extraits, eh bien, il y avait des exigences de performance qui étaient variables. Et donc, pour chacune de ces parties d'ouvrage, eh bien, il était nécessaire de rappeler qu'il y avait une phase de conception, de dimensionnement, d'étude, des qualités de travaux qui étaient adaptées et des contrôles d'exécution. Donc ces parties d'ouvrage, cachées derrière le terme très général de remblai, eh bien, le GTS n'en parle pas suffisamment, et il nous apparaissait très important à la fin des travaux de Terre d'Ouest de préciser des niveaux de performance pour ces différents cas d'application. Et nous avons travaillé sur la présentation de 7 cas d'application pour lesquels on apporte des compléments pour la partie conception, dimensionnement et qualité des travaux. Donc nous avons focalisé dans la note sur les 7 cas qui vous sont présentés ici: partie supérieure des terrassements, les bases de remblais en zone inondable, les parties basses de remblais de grande hauteur, les remblais contigus aux ouvrages, les purges, substitutions ou les bêches, les talus raidis et les ouvrages à perméabilité maîtrisée. Et par rapport au GTS, qui recoupait toutes ces parties-là dans le chapitre B, pour ceux qui connaissent, de la partie remblai, eh bien, on a fait apparaître des niveaux de performance. Et pour chacune de ces parties d'ouvrage, parler de manière un peu plus précise, cette fois-ci, de ce qu'on peut obtenir en termes de performance dans des cas généraux et des niveaux de performance pour des cas particuliers. Et dans chacun de ces 2 cas de figure, eh bien, préciser qu'il y a un objectif qui doit être recherché. On précisera également un contenu d'étude qui pourra être variable et qui ne sera plus seulement que le simple schéma du GTR dans la partie remblai, et des méthodes de traitement qui permettront d'obtenir le niveau de performance recherché. Donc vous avez sur la diapositive qui suit un exemple de ce tableau. Donc c'est une proposition. Le projet Terre d'Ouest n'a pas fait l'objet c'était un partenariat à 12 partenaires, et donc il n'a pas fait l'objet d'un consensus très général ou très élargi. Et donc nous avons jeté des bases de propositions qui permettront peut-être d'amender le GTS, et qui sont basées donc sur ces 2 cas de niveau de performance. Donc ici vous avez un tableau qui vient pour la partie supérieure des terrassements, quelque chose que l'on connaît bien. En précisant, pour chaque fois que l'on a une PST à concevoir, eh bien, il y a un niveau de performance. Ici, vous avez le cas AR1, ou un niveau de performance plus précis, plus pointu en termes de performance, l'AR2. Et donc, dans chacun de ces 2 objectifs, eh bien, des essais qui doivent être adaptés. Donc, rappelez par exemple que pour l'AR1, l'IPI était effectivement l'essai traditionnel classique, et que pour l'AR2, eh bien, il fallait compléter la panoplie de départ avec des essais complémentaires, nouveaux éventuellement, qui permettent d'améliorer la connaissance de ce matériau. Et dans chacun de ces 2 cas, eh bien, évidemment, une méthode de traitement qui doit s'adapter, et des objectifs en termes de contrôle. Donc ces propositions sous la forme de 2 niveaux de performance, on les a déclinées donc pour les 7 cas de parties d'ouvrage, comme je vous ai déjà listé, donc PST, celui que je viens de vous présenter, les bases de remblais en zone inondable, les parties basses de remblais de grande hauteur, les remblais contigus, les purges, les talus raidis et les ouvrages à faible perméabilité. Donc ceci pour s'habituer effectivement à commencer à parler de niveau de performance, même dans les terrassements, même dans les traitements des sols. C'est quelque chose qu'on est habitué dans les autres techniques. En béton, quand on veut du béton, on sait qu'il faut préciser quel type de béton pour quel type d'usage. Eh bien, en traitement des sols, c'est pareil, il faut s'habituer à cela.
Et il faut rajouter dans notre panoplie d'essais que l'on a l'habitude d'utiliser d'autres points de vue qui permettent de compléter ces approches. On a vu dans l'exposé précédent déjà des très bons exemples de ce qu'il faut peut-être commencer à penser pour des ouvrages qui sont par exemple dans l'eau. Ici, je vous présente quelques essais complémentaires qui sont présentés dans le rapport Terre d'Ouest. Je vous parle un tout petit peu de l'essai d'émiettage, de l'essai de pH. Donc l'essai de résistance à l'érosion vous a été présenté. On a aussi insisté sur le fait que des essais classiques en mécanique des sols sont également adaptables pour étudier les matériaux traités. Donc ça, ce sont des essais nouveaux qui complètent nos approches. Et nous avons également insisté sur le fait que les matériaux qui doivent être traités, eh bien, il faut également porter une grande attention à la façon dont on réalise les études en laboratoire et que demain, les PV d'essai devront également peut-être préciser quelle finesse de mouture a été mise en pratique pour ces essais, quel type de compactage a été utilisé et quelle compacité a été utilisée. Donc quelques focus là sur quatre diapositives pour présenter ces nouveaux essais et leur intérêt pour des ouvrages particuliers. Alors, donc ici, ce qu'on appelle l'essai d'émiettage, qui est un essai très simple, qui consiste à mettre dans l'eau une éprouvette de sol et à observer son comportement sous l'effet de l'eau. Donc un matériau qui va être mis dans l'eau va avoir une propriété dispersive, il va se disperser dans l'eau. Et vous avez ici, sur les 4 photos du haut, l'éprouvette d'un matériau non traité, où on voit qu'après 45 minutes, le matériau s'affaisse sur lui-même. Et vous avez en bas les mêmes photos, mais avec du matériau qui a été traité et des temps qui sont beaucoup plus supérieurs et qui montrent que le matériau résiste mieux. Donc ici, vous avez juste une petite démonstration du comportement du matériau une fois mis dans l'eau. En haut, vous avez les 2 matériaux traités avec 2 textures différentes. Et en bas, le matériau, la vidéo tourne, mais on ne voit pas grand-chose puisque le matériau a acquis une certaine résistance à l'eau. Donc ce sont des essais nouveaux et qui sont très intéressants pour montrer qu'un matériau traité, on peut le regarder d'une autre façon, différente de l'IPI et du CBR, pour appréhender son comportement, par exemple, sur des zones fortement sollicitées par l'eau. Un autre essai qui nous a semblé intéressant de focaliser, c'est l'essai qu'on appelle l'essai pH, et qui permet très simplement, avec un pH mètre, de mesurer le pH obtenu par incorporation, notamment de chaux, et de montrer qu'après un certain dosage en chaux incorporé, on atteint des pH qui sont très importants. Ici, c'est un pH de 12,4. Et on sait que lorsque les matériaux sont saturés en ion calcium, la chaux étant composée de calcium, ces matériaux pourront éventuellement développer des relations puzzolaniques et donc se stabiliser dans le long terme à partir du moment où le liant que l'on incorpore va être un petit peu en excédent dans ce matériau et pouvoir améliorer les effets de prise et les effets de long terme. Donc il est toujours difficile dans les études de traitement de définir a priori le dosage en chaux qui correspondra bien à la stabilisation de notre matériau. Donc c'est un essai nouveau qui permet d'aider les chargés d'études à définir ces dosages en chaux qui permettront d'accéder à la stabilisation du matériau. J'insiste un tout petit peu sur cette diapositive pour montrer que nous avons des dosages 1, 2, 3, 4% dans les axes ici. Il y a pas de... pour dire que les dosages en chaux aujourd'hui, il est d'habitude courant de dire qu'un dosage de 1 ou 2%, c'est suffisant pour faire du traitement des sols. Ça, c'était vrai avant, quand on faisait de l'amélioration, et que, effectivement, pour améliorer les états hydriques, faire 1 ou 2% de chaux, c'était largement suffisant, parce que l'on se basait autrefois sur l'essai IPI et l'essai CBR pour définir le dosage en chaux immédiat intéressant pour améliorer les états hydriques. Demain, si l'on cherche à stabiliser, on cherchera d'autres performances, et ce ne sera pas que l'essai IPI-CBR qui permettra d'évaluer cette performance. Et donc, peut-être que dans les années à venir, suivant la partie d'ouvrage que l'on réalise et le niveau de performance qui aura été fixé par le maître d'ouvrage, on pourra peut-être passer ce seuil de 1-2%. Encore un exemple pour aller dans ce sens-là. Les matériaux aujourd'hui dans les ouvrages en terre subissent des cycles hydriques d'augmentation de teneur en eau et de baisse de teneur en eau. Un matériau argileux, on sait qu'il a des potentiels de gonflement et de retrait
qui sont variables en fonction de ces alternances de cycles de retrait-gonflement. Lorsque l'on ajoute un liant, notamment ici de la chaux, eh bien, l'incorporation, par exemple, de 2% de chaux a un effet bénéfique sur ces variations de gonflement et de retrait. Ici, donc, on voit bien l'intérêt. Et si on ajoute 5% de chaux, eh bien, on voit que cet effet, en termes de performance, est nettement amélioré et très intéressant, en tout cas peut-être pour l'ouvrage que l'on réalise. Donc les dosages, eh bien, c'est quelque chose qu'il va falloir être amené à revoir et en tout cas à définir en collaboration avec son maître d'ouvrage pour bien rechercher un niveau de performance et pas que donc en vue d'une stabilisation et pas que d'une amélioration. Un dernier graphique pour montrer les adaptations. Donc j'insiste pas parce que je dois être un peu en retard. Je termine par contre sur cette diapositive. Le projet donc Terre d'Ouest a eu un intérêt aussi très important pour montrer que la valorisation des argiles A4 était quelque chose de faisable et de complètement envisageable aujourd'hui, moyennant des actions de traitement des sols adaptées. Et le GTR qui fixait des limites en termes de réemploi pour ces matériaux, qui sont très gonflants, plutôt difficiles à utiliser, qui préféraient donc les mettre en dépôt, et bien aujourd'hui, moyennant des traitements des sols, dont les techniques ont été rappelées dans la note Terre d'Ouest, eh bien on peut obtenir un ouvrage stable. Ici, donc l'ouvrage a été photographié en 2015 et qui ne présente aujourd'hui aucun signe de désordre apparent, alors que c'est un remblai qui a été réalisé avec des argiles A4, comme vous les voyez, avec un IP de 40, comme vous les voyez en haut à gauche, plutôt humides au départ, mais pour lesquels on a eu un dosage et des techniques de traitement des sols adaptés. Bon, on était à 4% de chaux et 2% de chaux et 3% de ciment pour un autre casier. Et donc, moyennant un effort particulier, une énergie particulière et des dosages adaptés, eh bien, on obtient un ouvrage durable et stable. Donc l'ensemble de ces préconisations que j'ai rapidement évoquées sont précisées dans le rapport enseignement de Terre d'Ouest, proposition de complément au guide de traitement des sols, qui a été publié en décembre 2015 aux presses de l'IEDRIM. Il est téléchargeable gratuitement. Merci Yasmina Boussafir. Nous accueillons maintenant Patrice Chardard, directeur technique du pôle terrassement, démolition, dépollution des phases génie civil, et Pierre-Christophe Velasque, directeur du département d'ingénierie géotechnique de CETEC International, qui nous présente un retour d'expérience. Maintenant, le projet de ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de Loire a permis de valider des méthodes de calcul prédictives des tassements des sols et de ce fait a permis de projeter des solutions de consolidation. Merci d'être rigoureux sur le temps. Pour un projet de terrassement, le sujet des sols compressibles et plus largement des sols susceptibles de tassement est toujours très lourd en termes de conséquences de dispositions constructives, de phasage de réalisation, de planning de travaux général et puis bien sûr de coûts pour le projet. Sur le projet BPL, de façon simplifiée, on retrouve deux types de matériaux avec tassement, des alluvions avec des tassements qui peuvent être différés et puis des matériaux altérés, décomposés, qui sont susceptibles de tassement de plus faible amplitude et qui en général sont acquis très rapidement. Les dispositions constructives doivent permettre d'obtenir des tassements résiduels inférieurs à 2 cm au moment de la réception de la plateforme et totalement résorbés pour la mise en service de la ligne LGV. Les dispositions courantes, ce sont bien sûr des purges, c'est-à-dire on enlève ces matériaux compressibles, on met du drainage vertical, on surcharge de façon à obtenir les performances requises. Sur le projet BPL, les sols susceptibles de tasser concernaient 94 remblais et un linéaire de 22,6 km sur un total de 180 km de sections courantes. En phase d'étude d'exécution, notre bureau d'études nous a proposé une méthode un petit peu volontariste de calcul de tassement. Nous avons repris contact avec notre maître d'œuvre et d'un commun accord, nous avons mis en place un processus un peu spécifique de suivi d'exécution géotechnique de façon à valider l'ensemble des modèles de calcul retenus. Bien sûr, un complément de reconnaissance très important au démarrage du chantier. On est propriétaire de la totalité des emprises quand le terrassier arrive sur place, on en a parlé hier. Donc on peut multiplier les sondages, on peut multiplier les investigations. Donc on arrive à une meilleure connaissance de la géométrie, de la nature des sols
des sols qu'on croise sur nos remblais. On a réalisé également 3 remblais d'essai. On a mis en place 150 profils d'instrumentation, donc des dispositions conséquentes pour arriver à nos objectifs. Et on a finalement réduit l'impact des tassements sur BPL à 59 remblais pour un linéaire de 13,2 km, ce qui représente en gros une réduction de 40% des dispositions constructives attachées au sol compressible. Je vous présente ici une petite visualisation des amplitudes de tassement sur tout le projet en section courante. Donc vous avez en abscisse les 180 km du projet et en ordonnée l'amplitude de tassement, donc ici jusqu'à 1,20 m. Donc ici les tassements en phase avant-projet, en phase étude d'exécution. Alors je fais un petit retour, avant-projet, étude d'exécution. Et au niveau des mesures en chantier, on arrive à ça. Alors c'est un visuel qui est un petit peu frappant, mais il est faux. Il faut rentrer un petit peu plus loin dans l'analyse. On va y revenir par la suite. Si on fait un zoom sur 2 toarques, le toarque B avec des amplitudes de tassement maximum de 45 cm, on est plutôt dans des sols décomposés altérés, donc des tassements qu'on maîtrise assez facilement dans les termes de délai de consolidation. En bleu, l'avant-projet, en rouge, les études d'exécution, et en vert, le mesuré. Vous voyez que l'écart entre le rouge et le vert, nous sommes arrivés à les réduire à un écart que nous avons considéré très acceptable pour le projet. Hop, ouais, ça a raté. Sur le toarque F avec des sols un peu plus compressibles, jusqu'à 1,20 m de tassement, donc le même choix de couleurs, hein, bleu, rouge et vert. Vous voyez un petit peu les résultats qu'on a obtenus. Il faut trouver la bonne... raté, décidément. Donc, au niveau de l'analyse, quand on rentre de façon un peu plus fine dans ce qui s'est passé, notre conclusion est qu'on a bien maîtrisé les tassements. Alors, pourquoi ? Parce qu'une partie des tassements, on ne les mesure pas. On met en place l'instrumentation sur une première couche de remblai. On a pu décaper, on a compacté. Les niveaux de nappe en période estivale, ce n'est pas les mêmes. Donc on a un impact très fort sur les premiers travaux qu'on réalise dans les zones. On a malgré tout encore quelques remblais qu'on a ratés. Des reconnaissances géotechniques qui ne nous ont pas donné les résultats escomptés, visiblement, hein, parce qu'on a calculé des amplitudes de tassement encore trop fortes par rapport à la réalité. Mais ces remblais ratés se comptent sur les doigts d'une main. Donc sur le projet BPL, c'est tout à fait raisonnable. Et on a toujours besoin de conserver une marge de sécurité dans notre projet. C'est-à-dire, il faut que notre conception reste valide après acquisition des tassements. Donc tout le calage de nos dispositions constructives doit prendre en compte une amplitude de tassement qu'on ne doit pas dépasser en exécution. Ça joue également sur les ouvrages de traversée, les ouvrages hydrauliques ou les ouvrages de petite faune qui traversent nos remblais, et ça vaut aussi pour les blocs techniques d'ouvrages d'art en zone compressible. Alors nous avons poursuivi cette analyse en reprenant une partie des calculs qui avaient été menés en conception et en étude d'exécution. Oui, la question d'aboutir à des prévisions fiables en matière d'évaluation des amplitudes de tassement et des durées de consolidation préoccupe la profession depuis longtemps. Et parmi les adaptations méthodologiques qui sont proposées dans la littérature, nous nous sommes intéressés plus particulièrement à la méthode eudométrique, qui est basée sur des essais en laboratoire, et la méthode pressiométrique, qui est basée sur des essais in situ. Dans les deux cas, il s'est agi de retenir des adaptations méthodologiques permettant d'aboutir à une prévision plus pertinente du comportement des sols d'assises en présence en réponse au chargement. Pour la méthode odométrique, il s'agit notamment de déterminer de façon fiable le paramètre σ'P qui correspond à la contrainte de préconsolidation du sol, qui détermine la transition entre le domaine élastique et le domaine plastique lors d'un chargement, avec deux méthodes. Une méthode basée sur la marge de surconsolidation, delta sigma prime P, déterminée à partir des essais odométriques, et une méthode
plus empirique basée sur la cohésion non drainée in situ par la relation CU sur 0,35. Nous avons testé également une méthode simplifiée qui consiste à évaluer les tassements directement à partir d'indices des vides tels qu'ils sont donnés par l'essai odométrique. Pour les méthodes pressiométriques, nous avons testé la méthode pressiométrique en adaptant les formules en fonction du taux de chargement, de manière à distinguer là aussi les tassements qui se produisent en domaine élastique et les tassements qui se produisent en domaine plastique. Et une méthode plus simplifiée empirique qui consiste à éliminer du calcul des tassements les sols qui présentent une pression limite supérieure à 1 MPa, cette limite étant considérée une limite pour distinguer les sols qui sont non compressibles des sols qui sont compressibles par rapport à la charge des remblais courants. Pour la durée de consolidation, le paramètre de consolidation verticale déterminant, c'est le CV, le paramètre CV. Et de plus en plus, on aboutit dans les études à retenir une valeur représentative de la consolidation verticale in situ qui vaut 10 fois la valeur du coefficient CV mesuré en laboratoire. Par ailleurs, un des paramètres déterminants sur la durée de consolidation concerne le niveau de la nappe. Et on analyse les données piézométriques disponibles de manière à déterminer le niveau courant représentatif de la position de la nappe au moment des travaux, plutôt que de prendre en compte un niveau sécuritaire correspondant au niveau des plus hautes eaux. Voilà, nous avons appliqué ces méthodes à un échantillonnage de remblais des projets BPL, mais également aussi de la GVS européenne phase 2, qui ont été monitorés sur chantier. Le graphique ici présente en ordonnée les tassements calculés par ces différentes méthodes et en abscisse les tassements mesurés par l'instrumentation de chantier, ici représentée par la droite bleue. On observe que la méthode odométrique basée sur le rapport de surconsolidation OCR en admettant un état normalement consolidé des sols conduit à des prévisions très largement surestimées par rapport à ce qu'on mesure sur le chantier, de l'ordre du double. La méthode odométrique qui consiste à prendre en compte la marge de surconsolidation delta sigma prime P donne des résultats sensiblement plus faibles, qui restent toujours quand même assez supérieurs à ceux mesurés sur chantier et qui sont du même ordre de grandeur que ceux qu'on obtient avec le calcul des tassements à partir d'indices des vides. La méthode odométrique où la pression de surconsolidation est déterminée par la relation empirique à partir de la cohésion non drainée donne des résultats qui sont très proches de ceux mesurés sur chantier, mais qui peuvent parfois être inférieurs à ceux qu'on a mesurés, parce que la cohésion est très forte et on reste dans un domaine purement élastique lorsque l'on calcule les tassements. Pour les méthodes pressiométriques, on observe que celles qui convergent le mieux avec les mesures de chantier correspondent à les calculs pressiométriques qui prennent en compte le taux de chargement et l'adaptation des formules de calcul en fonction du taux de chargement, ici représenté par le tir T vert, qui donne des résultats très convergents avec les mesures de chantier, mais également qui restent quand même légèrement sécuritaires. Voilà. Bon, en résumé, pour la méthode pressiométrique, la prise en compte du taux de chargement est celle qui convient peut-être le mieux dans les cas de sols rencontrés ici, qui sont en fait des sols pas fortement compressibles, c'est-à-dire des sols plutôt peu à moyennement compressibles. La méthode eudométrique basée sur la marge de surconsolidation est probablement celle qui permet le mieux d'appréhender les tassements, surtout par rapport à la méthode basée sur le rapport de surconsolidation OCR. Elle reste quand même sécuritaire par rapport aux mesures qu'on observe sur chantier. Quant à la détermination empirique de la pression de surconsolidation à partir de la cohésion non drainée,
On a des résultats très voisins avec les mesures de chantier, mais elle fait ressortir qu'il faut être prudent dans le choix de la valeur que l'on prend en compte pour la cohésion non drainée. Alors, je vais reprendre le petit visuel de tout à l'heure à partir des tassements calculés en étude d'exécution. Si on retire à ces remblais tous ceux pour lesquels on n'a pas fait de mesure de tassement, tout simplement parce qu'on a monté le remblai et on a mesuré ce qui se passait après, on arrive à ce graphique-là. Si on retire tous les ouvrages pour lesquels on a eu une purge, finalement en réalisation de chantier, on arrive à ce graphique. Et quand on superpose le graphique qu'on a obtenu avec les tassements mesurés, vous voyez ici que la courbe verte n'est pas trop éloignée de la courbe rouge, sauf sur le grand remblai central que vous voyez. Mais en fait, ce grand remblai central a fait l'objet d'un préchargement d'environ 4 mètres avant les premières mesures de tassement. Donc là aussi, l'analyse, il ne faut pas qu'elle soit trop rapide. Merci. Merci messieurs. Maurice Buffalo, Luc Boutonnier, je vous invite à venir sur l'estrade. Le projet de recherche Terre durable vise à mieux appréhender le comportement à court et long terme des ouvrages de terre constitués de matériaux dits non saturés. Il débouchera sur des recommandations. Maurice Buffalo, directeur technique Valéria, Luc Boutonnier, chef du service ouvrages et bâtiments des géotechniques, détaillent donc que cette recherche, qui était le fruit d'un riche partenariat. Donc le projet Terre durable regroupe un ensemble de partenaires universitaires et entreprises, donc pour ne pas les citer, 3SR, l'IFTAR, ENTPE, Centrale Paris et l'Université du Havre, et des entreprises comme Aegis, Vinci, Valérian et EDF. Le projet a fait l'objet de 6 thèses, dont 4 expérimentales et 2 théoriques. Alors, les dates clés, le projet a débuté en 2012 et dans le but d'apporter une contribution à la compréhension du comportement des sols fins non saturés. La restitution du projet est prévue cette année, au mois de juillet. Et dans la foulée, on va travailler sur la rédaction d'un guide méthodologique en vue d'apporter une contribution aux bonnes pratiques en terrassement. Les principaux thèmes de recherche, c'est d'abord l'étude du compactage des sols fins et des pathologies associées, et aussi une étude du rôle des pressions interstitielles positives ou négatives, par négative on entend la succion, sur le comportement des ouvrages, notamment tout ce qui touche à la stabilité et aux déformations. Alors juste pour préciser un peu les choses, le graphique schématise une coupe de sol, avec de la surface, avec de la surface vers la profondeur intermédiaire, vous voyez le niveau de la nappe phréatique, et on décrit 4 domaines différents. Le premier, le D1, qu'on va appeler sol sec au sens du GTR, on est déjà dans le domaine des sols non saturés, mais il y a peu d'eau. Le domaine D2 qui correspond à la frange capillaire, où on a une présence d'air occlus et d'eau. Un domaine D3, immédiatement sous la nappe phréatique, où on a une présence d'air occlus. Et le dernier domaine, le D4, qui est le domaine saturé. Les domaines D2 et D3 constituent ce qu'on appelle le domaine quasi saturé. Donc, si on décline maintenant ces 4 domaines dans le diagramme Proctor, donc on retrouve en pointillé rouge la ligne optimale de compactage qui correspond au sommet des lignes des paraboles pour différentes énergies. Donc le domaine D1, en fait, il est à gauche de cette ligne optimale de compactage. Et puis le domaine de l'air occlus, il est à droite de cette ligne. Donc la ligne optimale de compactage, finalement, elle sépare, elle permet de passer du domaine des sols non saturés au domaine des sols quasi saturés. Et on peut décliner ça au niveau des degrés de saturation également.
Bon, ça, à quoi ça sert? Ça nous a permis, en fait, un des points intéressants, c'est que quand on est dans le domaine des sols quasi saturés, donc dans le domaine des 2 ou des 3, on peut continuer à calculer les ouvrages comme on a l'habitude, je dirais, en prenant en compte simplement la succion qui est une pression d'eau négative et en prenant en compte le coefficient de compressibilité du fluide interstitiel. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça reste simple tant qu'on est dans le domaine de l'air occlus. Les principales actions menées dans le cadre du projet, tout d'abord on a réalisé des planches d'essai. Une première planche d'essai qui s'est tenue sur le chantier de la 304 sur des matériaux A1, A2. On voulait, on en parlait tout à l'heure, s'intéresser plus particulièrement à l'influence de certains paramètres sur le comportement. Et une planche qui est en cours de programmation qui va porter sur l'étude de la répartition des contraintes et des déformations au compactage des matériaux. Dans les autres actions, on a eu l'instrumentation d'un déblai avant terrassement pour mesurer la réaction, un programme expérimental sur des essais en laboratoire de terrassement et enfin des simulations numériques du comportement hydromécanique des essais laboratoires et de certains ouvrages étudiés. Alors la planche d'essai sur A304, donc comme je vous l'ai dit, elle visait à mieux comprendre l'influence de certains paramètres dans le comportement des sols compactés. Elle a consisté à réaliser 9 planches d'essai sur lesquelles on a testé 2 types de compacteurs, un vibrant lisse, V5, et un vibrant pied d'hammer, VP5. Et on a fait sur ces plages d'essai qui permettraient de reproduire des comportements qu'on connaissait déjà assez bien, comme le matelassage et autres, et de permettre de faire des essais et des prélèvements en vue d'essayer de mieux comprendre les processus. Les paramètres étudiés sont l'effet de la teneur en eau sur le comportement, l'effet du type de compacteur, selon qu'on utilise une bille lisse ou un pied d'hammer, l'effet de la mouture. On travaille là dans des marnes, donc l'influence de la mouture, à savoir s'il y avait des mottes ou si le matériau était plus mixé et donc plus fin. Et enfin, l'effet de l'intensité du compactage, soit un compactage faible, soit un compactage intense. Donc, les principaux résultats, donc, la première chose, c'est qu'on a retrouvé, je dirais, des résultats qui sont déjà connus. Qu'on a un gain de résistance pour les sols secs avec un compactage intense, que des sols humides, ça ne sert à rien d'avoir un compactage intense dessus. Mais ce qu'on a pu apporter, c'est une contribution sur la compréhension. Donc, finalement, ce qu'on a vu, c'est que ce qui apporte la résistance dans le sol compacté, c'est la densité sèche, l'indice des vides, premier paramètre, et deuxième paramètre, la succion. Et en fait, donc, côté sec, finalement, la succion elle reste constante. On augmente la densité en réduisant le vide entre les mottes, grosso modo, ou en réduisant la taille des plus gros pores. Donc on a un gain de résistance parce que la succion ne bouge pas et la densité augmente. Alors que côté humide, on n'arrive pas à densifier le matériau. Et même au contraire, quand on le compacte de manière intense, on fait des cycles et on a un peu comme un phénomène comme on a sous séisme, c'est-à-dire que les pressions interstitielles augmentent avec le nombre de cycles, la succion diminue, et au final, on a une perte de résistance. Alors, autre enseignement qu'on a tiré de la planche d'essai, c'est au niveau de l'homogénéité des caractéristiques mécaniques des matériaux. On a noté un net manque d'homogénéité, je dirais, de l'utilisation du vibrant lisse par rapport au pied d'hammer. Et ceci est d'autant plus marqué
que la présence de mottes se fait sentir. C'est-à-dire lorsqu'on a des matériaux, je dirais, grossiers, avec des mottes marneuses, etc., et qu'on les compacte, le vibrant est bien moins homogène en termes de résultats que le pied dameur. On a réussi quand même à estomper cet effet-là en faisant passer expérimentalement un pulvimixeur sur les marnes pour détruire les mottes, et là on obtient des résultats sensiblement comparables. Donc, deuxième sujet abordé, donc c'est la problématique de gonflement des arasses de fond de déblai. Donc, on a instrumenté un déblai avant de réaliser l'excavation du déblai. Donc, on a mis en place des élongamètres 25 mètres sous la rase, une pige de gonflement pour doubler le dispositif de mesure et 2 cellules de pression interstitielle. Et on a pu mesurer ce qui se passait pendant l'excavation et après l'excavation. Donc là, vous avez par exemple les mesures de gonflement, donc où on voit que pendant l'excavation, on a pris une vingtaine de centimètres. Mais après, on voit que à la fin de l'excavation, le gonflement se poursuit. Vas-y, appuie, voilà. Et les élongamètres nous donnent notamment l'information de où se produit le gonflement en fonction de la profondeur. Donc, autre sujet, c'est l'exploration ou revisiter un peu les essais de terrassement classique, notamment le Proctor. Donc là, on s'inscrit sur des choses qui ont déjà été faites, mais qu'on a pu revérifier parce qu'on a testé 4 sols dans le cadre du projet. Donc ça, c'est un exemple de résultat donc, qui fait le lien avec la planche, c'est-à-dire que côté sec, vous avez les lignes noires verticales, c'est des lignes d'isosuction. Donc on voit que quand on est à gauche de la ligne optimale de compactage, les droites sont quasi verticales, il n'y a pas d'évolution de la succion, alors que côté humide, on a le phénomène inverse. On peut faire le lien aussi de cette analyse en faisant une analyse sur les tailles de pores et leur évolution entre côté humide et côté sec, ou en fonction de l'énergie de compactage. On n'en a pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est juste pour vous donner un peu la démarche. Et là, vous avez reproduit un peu ce qu'on a pu voir sur la planche avec le compactage, mais au niveau d'un essai IPI, c'est-à-dire on voit que si on fait un IPI sur un sol compacté avec une énergie OPN ou OPM, Proctor modifié, on voit que côté sec, la résistance augmente avec l'OPM, alors que côté humide, elle diminue. Donc l'IPI, c'est un bon indicateur de ce qu'on observe aussi sur la planche, y compris quand on surcompacte ou qu'on augmente l'énergie. On s'est aussi intéressé à essayer de mesurer l'effet des cycles climatiques, notamment sur les processus d'humidification, dessiccation des matériaux. Et dans ce cadre-là, on a mis en place un protocole expérimental qui consistait à réaliser des éprouvettes, je vais voir si ça marche ça, de matériaux qui étaient compactés à l'OPN, c'est-à-dire à teneur anneau optimum et à la masse volumique optimum. Et ces éprouvettes ont été soumises à un processus de dessiccation qui a conduit donc à une diminution de la teneur anneau. Et au cours de cette phase-là, les essais ont montré qu'on observait une augmentation, à mesure que le matériau perdait de teneur anneau, de la résistance au cisaillement du matériau, simplement par séchage. Dans une deuxième phase, on a pris ces éprouvettes à la teneur anneau plutôt sèche et on les a réhydratées et on a observé une diminution progressive des caractéristiques mécaniques de résistance au cisaillement, mais on a observé surtout que les performances obtenues à retour à l'état initial étaient plus significativement plus faibles, c'est-à-dire ça laissait penser qu'il y avait une dégradation des performances mécaniques des matériaux sous l'effet des variations climatiques et humidification, dessiccation, ce qui peut avoir un impact sur les ouvrages.
La même expérience a été faite sur le matériau qui a été humidifié, et on note naturellement une diminution des performances. Autre protocole, on a ce coup-ci, et bien là il n'y a pas la suite, bon ça fait rien, réaliser des éprouvettes que l'on a compactées à la masse volumique OPN, mais en partant de teneurs anneaux différentes. Alors dans un premier temps, on est parti sur des teneurs anneaux décroissantes. Donc on a pris le matériau, on leur a appliqué l'énergie nécessaire pour les amener à la masse volumique OPN. Et on note de très faibles variations de résistance au cisaillement. L'expérience menée dans l'autre sens, sans humidification, montre à peu près les mêmes résultats. On se retrouve autour de 250-300 kPa. En revanche, si on compare ces performances à celles qu'on avait obtenues précédemment avec un moule compacté à la teneur en optimum, ensuite qui desséchait, on note que les performances sont très supérieures, ou alors dans notre cas, que le compactage de matériaux très secs amène des performances relativement plus faibles. Donc, dernier volet du projet, c'est le volet modélisation. Donc, on a d'abord modélisé des essais de laboratoire de mécanique des sols, donc ici à l'Eudomètre, pour valider la démarche dont je vous ai parlé au début, notamment dans le domaine de l'air occlus. Là, on a fait aussi la même chose sur du triaxial, donc on arrive à avoir des bonnes prédictions. Vas-y, suivant. Après, on est passé aux essais de terrassement. Donc là, c'est une modélisation d'essais IPI côté humide, avec des résultats assez concluants aussi, donc avec prise en compte de la succion et de l'air occlus. Et ensuite, on est passé aux ouvrages, donc sur le déblai D9B. Vas-y, tu peux encore avancer, où on retrouve le gonflement pendant la construction, instantané entre guillemets, et puis la partie différée. Et puis ensuite, on est passé au barrage et et à la prévision des pressions interstitielles de construction, à la fois sur les fondations et sur les corps de remblai ou de barrage. Voilà. Donc aussi, ça ouvre des perspectives pour, si on veut optimiser certains remblais, même dans le domaine non hydraulique, peut-être en allant plus haut, avec des sols fins, quoi. Alors le fameux guide méthodologique dont les travaux ont déjà commencé et devrait se terminer en fin d'année, va se composer de l'analyse bien entendu des principaux résultats du programme de recherche, mais il va venir aussi s'enrichir des retours d'expérience d'experts qui vont venir nous rejoindre. Dans ce document, on fera la distinction entre les ouvrages routiers, autoroutiers, les LGV, les barrages, les digues. Et ça devrait aboutir aussi à des recommandations afin d'améliorer la conception des ouvrages en terre et le compactage afin d'éviter certaines pathologies que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, et pour terminer. Voilà, donc ce groupe, s'il y a des personnes qui ont des choses à partager, il est ouvert, donc vous pouvez nous contacter. Et donc je vous invite aussi tous à la journée de restitution du projet le 9 juin 2016. Nous vous remercions. Merci, messieurs. On a bien noté votre offre. Dernière intervention, j'appelle Jean-Pierre Magnan. La normalisation, dès lors qu'elle prend une dimension internationale, peut constituer un atout ou un handicap, selon qu'elle est proche ou non des habitudes nationales. L'action du syndicat professionnel des terrassiers de France, au sein du CEN, depuis 2009, a permis que les pratiques et l'expérience française soient réellement prises en compte dans déjà 6 normes. Jean-Pierre Magnan, ancien directeur et actuel conseiller du département de géotechnique, environnement, risques naturels et sciences de la Terre de l'IFSTAR, présente ici les travaux qui ont été menés. Bien, bonjour. Là, il faut que j'apprenne à faire marcher ça. Non, je n'ai pas encore appris. Voilà. Le normaliser les terrassements, c'est une grande entreprise parce que dans la tradition française en particulier, on n'a pas de normes. On a juste une norme de classification et puis tout le reste, c'est des recommandations.
Et on vit depuis longtemps sous ce système-là, comme tous les exposés que vous avez entendus, un peu techniques, vous ont confirmé dans l'idée que le guide des terrassements routiers, le guide du traitement des sols et un certain nombre d'autres guides qui ont été évoqués hier sont la base sur laquelle les différents intervenants des terrassements se sont mis d'accord et qui résument la pratique depuis environ 40 ans ou 45 ans maintenant. Alors, ces guides, en fait, ils ont été édifiés avec l'idée qu'on pouvait partir de la caractérisation des matériaux pour aller, grâce à la classification qu'on utilise, jusqu'à la spécification des méthodes de mise en œuvre. Et ce travail-là, donc, il s'appuie, alors j'ai essayé de le résumer là, mais comme ça a déjà été évoqué plusieurs fois, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Disons, on classe les matériaux et puis à la fin, on sait que pour un matériau de type A1, on peut l'utiliser pour faire certaines choses, éventuellement après l'avoir traité, compacté plus ou moins. Enfin, c'est ça la stratégie française. Alors, vers 2003, le syndicat des terrassiers a commencé à parler de faire des normes pour mettre en place, disons, l'existence des terrassements comme un corps d'activité bien défini. Et la seule façon de le faire, puisqu'on est entré dans l'ère de la normalisation européenne, c'était de faire des normes européennes. Et donc, cette opération qui est proche d'aboutir aujourd'hui, elle a commencé donc à cette époque-là. Alors le problème, c'est que quand on parlait à l'époque avec les terrassiers français, ils nous disaient tous « Ah, le GTR, il n'y a que ça, c'est le centre du monde, nous sommes les meilleurs ». Mais il y avait aussi les Anglais qui disaient ah ben, « Notre système, c'est quand même le meilleur ». Les Allemands, ils disaient « Notre système, c'est le meilleur ». Et comme ils n'étaient pas très faciles à comparer, la première tentative pour, disons, créer même un comité de normalisation s'est heurtée au refus des Anglais et des Allemands. Alors c'est assez embêtant de faire des normes européennes sans les Anglais et sans les Allemands. Donc en fait, bon, le système a été bloqué. Et donc on a commencé une procédure progressive pour essayer d'habituer les Anglais et les Allemands à l'idée qu'on pourrait éventuellement faire des normes qui ne seraient pas contraires avec leurs intérêts. Alors ça a évolué progressivement. On a organisé des symposiums. Il faut peut-être que j'avance ça, parce que là, je vous raconte tout sans le changer. Mais donc, on a organisé des symposiums européens sur les terrassements. Le premier à Paris, parce que c'était les Français qui étaient à l'origine du système, et puis ensuite on a été à Londres, et puis on a été à Berlin. Donc de ce point de vue-là, ça a eu un effet assez positif. Et puis après une phase qui a duré plusieurs années, dans laquelle il a fallu convaincre le comité européen de normalisation que c'était une bonne idée de créer un comité pour les terrassements. Donc la décision de créer un comité technique de normalisation, c'est les structures qui, au niveau du SUN, font les normes. C'est elles qui les votent. Enfin, c'est dans ce cadre-là que se préparent les normes. Donc pour faire des normes européennes, il faut avoir un comité de normalisation. Donc en 2009, la décision de créer un comité de normalisation a été prise. Et ce comité, il a été confié au pays qui avait fait la proposition, comme ça se fait toujours. Donc c'est l'AFNOR qui est responsable de ce comité. Et le président a été, choisi par l'AFNOR. Et le président, c'est Guy Raoul, qui est le représentant en fait, du SPTF dans le système. Alors, l'organisation des comités de normalisation européens passe par la participation de certains pays, ceux qui veulent. Ceux qui ne veulent pas, on ne les oblige pas. Il y a environ 30 ou 31 pays membres du SEN en ce moment. Enfin, ça dépasse l'Europe parce qu'il y a la Turquie, enfin, il y a quelques pays comme ça externes.
Et donc ceux qui ont bien voulu participer au comité de normalisation des terrassements, c'est ceux qui sont représentés en vert foncé sur cette carte. C'est en gros tous les pays de la façade ouest de l'Europe, y compris bien sûr les Anglais, les Allemands, les Espagnols, et puis donc les pays nordiques, etc. Alors pour fonctionner, les comités techniques ils sont divisés en groupes de travail, et chaque groupe de travail a un rôle qui est particulier. Il a un animateur. Donc on a créé pour le comité technique sur les terrassements 6 groupes de travail. Le premier était chargé de la gestion de la norme générale, principes généraux, et puis de la coordination de tout le reste. Et donc je suis toujours l'animateur de ce comité-là, de ce groupe de travail-là. Ensuite, on avait un groupe de travail sur la classification des sols ou des roches. Un groupe de travail sur l'exécution qui avait un sous-groupe sur le traitement des éoliens à la chaux et éoliens hydrauliques. Ensuite, on avait un groupe de travail sur la qualité et le contrôle. Un sur les travaux de dragage, sur les remblaiements à partir du dragage, et un autre sur la constitution le terrassement des déchets miniers au départ, et c'est un peu élargi aux déchets minéraux. Donc, comme on est chez un comité européen, on a des animateurs qui proviennent de différents pays. Bon, vous voyez qu'il y a 3 Français, donc c'est pas trop mal, mais vous ne pouvez pas faire plus quand même dans l'envahissement de ce comité. Alors, un comité, ça a un champ d'activité. Et ce champ d'activité, en fait, il est très vaste. C'est-à-dire que le comité sur les terrassements, une fois qu'on a eu expliqué qu'on ne voulait surtout pas se mêler des eurocodes, donc les eurocodes, ils seraient toujours la seule référence pour vérifier que les ouvrages sont conformes aux exigences de stabilité, de déformation qui sont obligatoires pour toutes les constructions. Bien, la façon de fabriquer les ouvrages en terre, ça, c'était le champ du comité de normalisation des terrassements. En particulier, ce comité il est chargé de fixer des règles en matière de terminologie, de principes généraux ou détaillés, de définition des processus de terrassement, de classification, de contrôle de qualité et de surveillance, ainsi que pour les procédures de construction pour les remblais, en tenant compte de l'environnement. En tenant compte de l'environnement, c'est quelque chose qui est rajouté un peu partout, sachant toutefois qu'il y a beaucoup de comités techniques qui s'occupent déjà d'environnement. Donc c'est un domaine dans lequel qu'il faut manipuler avec prudence. Le champ d'application, c'était tous les terrassements. Le terrassement des infrastructures de transport, quelles qu'elles soient, les terrassements de bâtiments, les terrassements pour les aménagements hydrauliques. Et donc ça conduit en fait à avoir un champ qui est un peu plus large que celui du GTR, qui est quand même principalement routier. Et ça a conduit à incorporer dans les réflexions des choses dont on n'a pas l'habitude en France, je pense parce que c'est implicite. Les Anglais en particulier, où tout est entre les mains des ingénieurs qui sont géotechniciens. À la base, ce n'est pas des ingénieurs terrassiers. Ils ont une grande passion pour la caractérisation mécanique des matériaux traités, en fonction de l'usage qu'on va en faire. C'est-à-dire qu'un remblai pour une route, ce n'est pas la même chose qu'un remblai pour mettre des fondations de bâtiments. Et donc, il y a cette préoccupation supplémentaire de caractériser les remblais. Et je pense que c'est une direction intéressante dans laquelle ça vaudra la peine de faire évoluer nos textes nationaux le moment venu, disons. Alors, quelles sont les perspectives ? On aura une obligation quand ces normes seront approuvées définitivement, qui est de les intégrer dans les textes de référence nationaux. Ça veut dire qu'il va falloir probablement rédiger des parties de nos textes pour que ce soit à peu près conforme. Alors,
Hier, on a dit qu'on avait une annexe nationale. France, c'est pas exactement comme ça qu'il faut en parler. Si on fait ça, on commence à créer des incidents diplomatiques. Il faut dire qu'on a dans la norme des annexes qui expliquent comment, dans les pays qui ont une longue tradition, on a été un peu plus loin que la norme ne va actuellement, pour aller jusqu'au bout du processus de définition des terrassements, d'exécution et de contrôle des terrassements. Mais ce sont des exemples d'application de cette norme, sachant qu'on n'a pas réussi à harmoniser beaucoup de choses, en fait, pendant les 5 ans qu'on a consacrés à ce travail. Mais néanmoins, on a quand même appris, je pense, quelque chose de très important, c'est ce que font les autres. Parce que, avant qu'on commence, je suis convaincu qu'en France, il n'y avait personne qui savait comment procédaient les Anglais ni les Allemands. Pour les Anglais, on ne peut pas dire pour un problème de langue, mais c'est parce que leur système est enfoui dans une multitude de documents qui font référence les uns aux autres, et puis les Allemands, peut-être d'abord pour un problème de langue, je pense, parce que c'est un peu plus simple d'accéder à leurs documents. Donc maintenant, on a gagné quelque chose, c'est qu'on a la description des systèmes des autres pays. Donc ça permet d'en tirer ce qui est intéressant, parce qu'ils ont quand même des expériences aussi de leur côté, et donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils en ont tiré comme règles pratiques. Et donc ça permet aussi de discuter avec eux. Donc c'est ça que j'appelle travailler dans une Europe plus compréhensible, c'est-à-dire que maintenant, quand on parle avec des Anglais, on peut faire référence, avoir dans la tête la façon dont ils raisonnent pour aboutir au résultat qu'ils ont choisi d'obtenir. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer en tant que monde des terrassements français? Certainement d'essayer d'étendre la zone d'influence des pratiques qui ont été développées en France. Ils avaient déjà une expérience, parce que quand on dit une influence, parce que quand on discute avec les Anglais, ils disent pour telle chose, on a pris le GTR parce que c'était bien pour ça. Mais ce n'était pas dans leur pratique à eux. Donc ça, je pense qu'on va pouvoir le faire. C'est une occasion de continuer d'accompagner les activités de recherche. Donc on vous a présenté plusieurs résultats qui vont plus loin que les guides actuels. Et les guides actuels, c'est en gros ce qu'il y a, enfin du moins ce qui était sous-jacent dans les nouvelles normes européennes. Donc il va falloir aussi continuer de travailler dans ce sens-là. Et puis, donc, on va continuer de travailler avec l'IPCR parce qu'elle est un peu mêlée à ça. Pas beaucoup, mais un peu. Et une autre action qu'on a commencé, qui n'est pas extrêmement rapide, parce que c'est difficile de faire travailler 15 pays africains ensemble et rapidement. Mais on a le projet de réviser les guides qui définissent la pratique de la construction routière en Afrique, francophones et... les pays d'Afrique noire qui sont dans ce groupe-là. Et donc on va le faire en intégrant les bénéfices qu'on a pu tirer de la normalisation européenne. Merci. Merci Jean-Pierre Magnan. Nous avons 10 minutes pour les questions. Donc j'imagine que vous avez écouté avec attention et intérêt cette série d'exposés et que ça a pu susciter chez vous un certain nombre d'interrogations. Profitez de ce que cette dame et ces messieurs sont là pour répondre à vos questions, pour le faire, pour poser ces questions. Pas de volontaires. Alors je vais me permettre la première pour que cela vous donne le temps de réfléchir. Je vais m'adresser au duo Patrice Chardard et Pierre-Christophe Velasque. Peut-être que ma question est un peu naïve parce que je ne suis pas un spécialiste, mais finalement, pourquoi les études de géotechnique de tassement, lors des études de géotechnique de tassement, lors des études géotechniques, je vais y arriver, les tassements sont-ils aussi surévalués? Vous touchez à un gros problème, effectivement. Je n'ai pas fait exprès. C'est un peu les mystères de la géologie. La capacité qu'on a de faire des reconnaissances adaptées sur les sols, c'est-à-dire quand on étudie un projet, on n'a pas accès au terrain, il y a des propriétaires, donc il faut pouvoir y aller. On se heurte également à la rigueur des calculs mathématiques, à la rigueur des calculs géotechniques. Et
tout ça, il faut assurer en plus que le projet soit faisable. C'est-à-dire qu'en phase conception, le géotechnicien n'a pas le droit de prendre des risques. Il doit obligatoirement définir des dispositions qui assurent au maître d'ouvrage que le projet est réalisable. Donc il ne doit pas sous-estimer le tassement parce qu'il peut bloquer le projet. Et la tendance naturelle, c'est effectivement d'assurer un dimensionnement adéquat. Oui, pour compléter ce que vient de dire Patrice, je crois que les habitudes des ingénieries sont un peu héritées de la loi MOP qui conduit nécessairement à sécuriser un petit peu les approches de calcul de manière à aboutir à une sécurisation des quantités dans les marchés de travaux et aussi sur les délais et les plannings de réalisation. Donc, c'était, je dirais par défaut, des méthodes sursécuritaires. Aujourd'hui, avec une approche de dévolution de marché en PPP ou en délégation de services publics, on est dans une approche très différente au niveau de la gestion des plannings travaux et des quantités. Et je crois que c'est là que les méthodes optimisées prennent tout leur sens pour aboutir à des prédictions aussi fiables que possible, évidemment sans prendre de risques. Donc toute la difficulté est un petit peu de placer le curseur au bon endroit. Merci, messieurs. Vous avez eu le temps de réfléchir aux questions que vous pourriez poser. Voilà, quelqu'un au fond. Oui, bonjour. Sébastien si vous voulez bien Hervé, vous présenter, s'il vous plaît, ce sera... Sébastien Hervé, laboratoire d'Angers, CEREMA. Juste pour compléter le sujet, juste un éclairage. Sur ce que vous avez mis en évidence, c'est que la partie alluvionnaire avait des niveaux de tassement, de consolidation un peu surestimés, mais assez conformes. Par contre, visiblement, vous avez une surestimation assez forte en ce qui concerne les altérites. Et donc, une analyse qu'on a régionalement, c'est qu'il y a un caractère surconsolidé de ces matériaux-là. Alors ça, c'est naturaliste comme approche, mais bon, c'était un point auquel on avait, j'irais, un petit peu échangé avec Patrice Chardard, et sur lequel je pense que les modèles de calcul, il faut qu'ils soient éclairés aussi par un aspect naturaliste. C'est effectivement l'opération qu'on a menée dans nos compléments de reconnaissance, de bien définir d'où venaient les tassements, à quoi ils étaient dus, à des dépôts alluvionnaires ou à des altérites, à des matériaux décomposés. Et donc l'essai qui permet de définir, de caractériser ces tassements, il faut l'adapter à chaque nature de matériau. Autre commentaire, autre question sur tous les sujets qui ont été abordés ce matin. Écoutez, si vous souhaitez, parce que vous êtes timide, poser directement les questions pendant la pause, n'hésitez surtout pas. Non, vous voulez pas? Si, vous acceptez quand même. Bon, c'est arrêté, c'est trop tard. Maintenant, vous pouvez quand même, pendant cette pause à laquelle je vous invite, donc avec un rendez-vous tout à l'heure, dans une demi-heure. Nous nous retrouvons ici à 11h précises, je me permets d'insister. Si c'est 10h58, ce serait parfait, pour parler d'économie circulaire.